Coucou! Il est 18h, le direct de l'obsession va commencer. Je vous mets une petite vidéo pour prendre notre temps, le temps que tout le monde se connecte. Coucou, je suis là. C'est parti! Voilà, merci à tous d'avoir patienté. Je me lance sans filer avec quelques secondes d'avance sur votre diffusion. On dirait une centrale nucléaire, j'ai des écrans partout pour vous surveiller. Je regarde vos questions, n'hésitez pas à insister un peu si je ne vous entends pas. Et puis surtout, pour ceux qui n'ont qu'Instagram, je lance le direct. Bonjour à tous, je suis Camille, je vous parle de ma cuisine. Merci à Tropisme de m'avoir
proposer cet apéro en direct, un super exercice de style. Je le recommande à tout le monde. Je vais essayer de rester cadré, ne pas gigoter dans tous les sens. Je suis là pour vous parler ce soir d'un projet perso. Voilà, les éditions de l'Obsession. Moi, parler de moi, c'est hyper dur. Donc, vous affolez pas, je vais bafouiller, je vais faire des diversions pour parler des autres. Parce que voilà, l'intérêt dans l'obsession, c'est l'autre. Ce qu'on vient de voir, un petit mot, parce que quand même, c'était pas rien, c'est les jeux de masse. C'est une spécialité nord-coréenne. Ils ont en 2007 été homologués la plus grande démonstration de groupe de gymnastique avec plus de 109 000 participants, vous imaginez 109 000 participants. Donc vous avez vu les enfants, la gymnastique, etc. Ce qui est dingue, moi ce qui me fascine, c'est les gradins. Les gradins avec les animations colorées, vous les avez vus en accéléré, mais il faut imaginer que la totalité de la cérémonie dure 90 minutes avec des animations dans les gradins qui changent très souvent. Ce sont que des étudiants. Ils ont des petites feuilles de couleurs qui déplient, qui montrent, et ils animent 1 heure et demie de spectacle avec un petit livre d'une centaine de pages qu'ils tiennent à bout de bras. Voilà, à bout de bras, 1 heure et demie, ça contextualise très bien la grandeur du dévouement des citoyens nord-coréens. Donc voilà, les éditions de l'Obsession, c'est un projet auto-édité, la revue est sortie en décembre 2019. Certains d'entre vous l'ont lu, d'autres en ont jamais entendu parler, donc je vais essayer de m'adresser à tous. Il faut savoir que c'est absolument pas mon métier, c'est complètement amateur et c'est un projet avec lequel moi j'ai envie de me faire plaisir. J'ai un métier loin de ma résidence principale, du coup je fais des trajets et du coup j'ai des covoitureurs, des passagers dans ma voiture. Et ceux qui connaissent, qui ont déjà été conducteurs ou passagers d'ailleurs, ont remarqué peut-être qu'avec un trajet de quelques heures, il y a un truc qui se passe à l'avant entre le conducteur et son passager sur le siège de droite, qui est que y en a un qui a les yeux rivés sur la route, l'autre qui a le regard qui vagabonde sur le paysage, et en fait c'est des fois l'occasion d'un mini confessionnal à l'ancienne où finalement on vide son sac, on raconte ses ras-le-bol et puis on raconte ce qui nous anime, les passions, les hobbies, les vocations professionnelles, etc. Et voilà, moi, avec tous ces trajets qui s'accumulent depuis de longues années, j'ai croisé des sacrés spécimens. Et je disais souvent en revenant, alors là, Jean-Jacques, d'avant-hier, mais il y a de quoi écrire un roman. Je parlais de faire des nouvelles, enfin, c'est pas du tout mon truc d'écrire. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait un volume de gens très iconoclastes, très, très attachants que je croisais dans ce type de voyage. Et du coup, j'ai souvent mentionné, voilà, faire quelque chose de tout ça. Et puis, à mon tour, je suis devenue quelqu'un d'iconoclaste il y a 3 ans bientôt. Après avoir vendu un appart, avoir 4 sous de côté, j'ai eu envie de me faire plaisir, moi qui roule beaucoup, d'avoir une deuxième voiture pour le plaisir. Voilà, pas une voiture de transport sûre, efficace, économique, écologique le plus possible. J'ai cherché, alors au début je voulais donc une japonaise, une Honda Legend. Et puis dès que j'appelais, plein de gens qui en avaient mis en vente, souvent des seniors, des hommes d'un certain âge, de me raconter les qualités de la voiture qu'ils avaient mis à vendre par petite annonce. Et les types à la fin, ça m'est arrivé 2 fois. Bon, c'est pas énorme non plus, mais bon, 2 fois, coup sur coup, de me raconter combien leur voiture était géniale. Ils avaient plus envie de la vendre. Ils m'ont dit ça sert à rien qu'on prenne rendez-vous parce qu'au final, je m'en séparerai pas. Bon. Et du coup, je me suis rabattue. C'était un peu un deuxième choix au début, mais j'ai jamais regretté. Sur une Mazda. Voilà, une Mazda 929 coupée qui coûtait un millier d'euros à tout casser. Et l'arrivée de cette voiture dans ma vie, ça a été assez particulier. Ça peut paraître dérisoire, mais moi, je vois que tout le monde me parle. Je regarde quand même un petit peu. Ça parle bagnole. Mais bien sûr que ça parle bagnole. On sait que c'est le nerf de la guerre, la bagnole. Donc du coup, elle s'est mise au début à m'occuper. Je la prenais le week-end. J'étais radieuse au volant avec. Et puis, je me suis rendu compte que quand j'étais pas au volant de cette voiture, et ben en fait je pensais beaucoup à elle. Voilà, elle avait une petite place à part. Je me disais super, elle a une place au chaud parce qu'une amie m'avait prêté son box pour l'héberger à l'abri. Et puis voilà, elle s'est mise à avoir une place à part, vraiment à part. Et quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de génial qui m'a dit bon, ton projet de l'obsession,
ben, t'as qu'à le faire, pourquoi pas quoi. Et voilà, j'ai commencé à y réfléchir, j'ai mis en place voilà, un Instagram pour avoir une trame de travail. Mais pendant ce temps-là, je réfléchissais, qu'est-ce que je fais, comment. Et puis, j'ai réfléchi qui je mets dedans. Il y avait des gens qui m'avaient tapé dans l'œil les années auparavant. Et puis, je me suis dit, tant qu'à faire, autant avoir la crème de la crème. Et j'ai écrit un petit mail comme ça, en une bouteille à la mer, à un photographe français que j'adore, Eric Tabuchy. Et Eric Tabuchy a dit mais oui, je ne pense pas être concernée par le problème des obsessions, mais cela dit, rencontrons-nous quand même pour en parler. Bon, quand on connaît son travail, Eric Tabuchy, c'est assez cocasse de dire que bon, il n'y a pas d'obsession, mais je vous montre rapidement, voilà, c'est quelqu'un qui photographie très bien la campagne française. Voilà, les bâtiments, les meules de foin, c'est très beau, c'est très tendre. Et voilà, on s'est rencontrés, on a fait un entretien voilà, génial. C'était décembre 2017 et la sortie de la revue, ça a été décembre 2019. Il m'a quand même fallu 2 ans pour faire tout ça parce que j'ai un métier à côté, parce que j'ai un enfant en garde alternée, parce que voilà, j'ai mis du temps, j'ai cogité, j'ai écrit, j'ai effacé, j'ai voilà, mis beaucoup de moi là-dedans, plein de gens que je voulais mettre dedans. Et, et voilà, c'est sorti en décembre 2019. Ça ne se serait jamais fait sans 2 personnes. Je vais commencer à parler avec les mains, c'est très mauvais. Je vous montre, alors voilà, n'ayez pas mal à la tête, les manips d'écran, ça peut être des fois un peu violent, voilà. La première personne sans qui tout ça n'aurait jamais eu lieu, c'est elle. C'est Lana Lolofé, c'est ma graphiste, je vous remets un petit coup d'écran, mais quand même on va essayer, voilà, j'ai envie de me voir en moins gros. Voilà, je vais vous me garder dans un coin d'écran comme ça. Du coup, voilà, Lana Lofé, connaissance d'amis à Montpellier, elle vit à Bruxelles, et sans elle, mais tout ça n'aurait jamais eu lieu. C'est entre autres elle qui a fait aussi ça, voilà, le livre starter, avec une touche très personnelle à elle. Elle travaille énormément des textures voilà, d'images photocopiées, retravaillées, voilà, avec de la trame énormément. Elle a fait un boulot incroyable sur l'obsession, tout ce qui était mis en page, le logo, des propositions voilà, très originales. Elle a retravaillé les photos de la Mazda ici présente pour faire des intercalaires en noir et blanc qui guident en fait la revue. Et du coup, voilà, c'est plus qu'un bras droit, hein, c'est peut-être un rein et demi dans l'organisme édition de l'obsession. Et puis voilà, donc je compte sur elle pour le suivant, hein, forcément. Et puis aussi, mention non-le, parce que ça serait à ne pas lui rendre hommage. Voilà, Fabien Nandivel, c'est le photographe qui a tout fait dans la revue, à part les photos d'Éric Tabuchy et les photos d'un autre photographe, Cédric Violet. Voilà, il a une petite lubie sur les stations-service. On en a parlé ensemble. Voilà, il y a quelques jolies pages avec du beau papier. Voilà, Lana m'a guidée pour choisir des beaux papiers. Donc ça, c'est des photos, c'est les États-Unis, c'est du numérique. Maintenant, il travaille de l'argentique sur une session en Sicile. Voilà, c'est très joli. Et du coup, voilà, sans Lana et Fabien, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Du coup, 2 ans pour fabriquer cette revue, j'ai choisi de me faire complètement plaisir, c'est-à-dire de ne pas avoir de régie pub, de ne pas prendre de distribution, parce que déjà j'y connais pas grand-chose, et puis parce que c'est un autre métier, quoi. Moi je fais pas une revue pour gagner ma vie. Donc voilà, il n'y a pas de pub, il y a du joli papier, et je l'ai distribué vraiment à la main, dans des librairies avec qui j'avais des affinités, des points de vente divers et variés. Je vous ferai, donc c'est la première fois que je le dis, je vais essayer de ne pas me répéter tout le temps. À la fin de cette conférence, il y aura un récapitulatif disponible à peu près partout pour les liens de tout ce dont je vous parle ce soir. Voilà, ça sera très exhaustif, il y aura vraiment de quoi refaire pas à pas la conférence et puis surtout la revisionner pour ceux qui veulent. Donc, voilà, elle a été distribuée dans certaines librairies. Et puis après, voilà, surtout vendue en ligne, par un simple lien, on clique, c'est assez trivial à faire pour moi dont c'est pas le travail. Et depuis décembre, voilà, j'ai des achats, des gens qui m'en commandent, qui l'ont offert à Noël autour d'eux. J'ai des retours assez incroyables, des rencontres aussi qui sont autour de la revue.
avec des gens complètement anonymes ou des amis de longue date qui vont se mettre à la lire et qui me reconnaissent dedans. Enfin, voilà, c'est un super projet qui a, qui a une vraie vie, quoi, qui continue à vivre. On est dans une configuration de confinement aujourd'hui et qui est aussi une source de prendre du temps pour faire de la recherche, prendre du temps pour écrire aux gens à qui on a envie d'écrire, etc. Du coup, elle est sortie en décembre et oui, toucher le papier, effectivement, le papier, le tactile avec le papier, c'est un autre monde en fait. Voilà, on est dans une société du numérique, ça a plein de bons côtés. Et moi j'ai fait du papier parce que j'avais envie de faire du papier. Voilà, j'existe avec un compte Instagram, c'est un autre outil, ça permet de montrer autre chose. Mais le papier, ouais, je m'imaginais pas faire autre chose. Ni un blog, ni un site web, tout ça, peut-être que ça viendra plus tard, je dis pas jamais, mais j'avais envie de faire du papier. Et du coup, voilà, le numéro est sorti en décembre et l'idée, c'était de faire 2 numéros par an. C'était très ambitieux. Et c'est complètement tombé à l'eau. Le confinement est passé par là. J'ai un voyage au Japon de 3 semaines qui s'est annulé où j'allais normalement fournir de la matière pour alimenter le numéro de juin. Donc voilà, le prochain sortira en décembre. On va rester sur un format d'hiver, donc qui sort fin novembre, début décembre, pour qu'on puisse le bouquiner au coin du feu en mangeant des chocolats ou l'offrir à Noël, parce que c'est un joli cadeau à faire. Voilà. Et du coup, moi aujourd'hui, j'avais envie donc de vous parler de la revue, de répondre à vos questions. Vous n'hésitez pas. Hein. Là, il est déjà 18h17. Je continue encore 10 minutes et puis on essaye de répondre. Vous posez tout ce que vous voulez poser comme question. Moi, j'avais envie de vous montrer du contenu. Donc, de ce numéro qui ne sortira pas en juin, qui devait parler du Japon, je vais vous montrer 2 choses. D'abord, quelque chose que j'ai pu quand même explorer grâce à Internet. Ça fait un moment que je fais des recherches pour ce voyage sur les Japonais et leurs lubies. Et donc, je suis tombée sur le travail de ce jeune homme. Alors, j'en sais pas grand-chose sur lui. Il a accepté de répondre à des questions. Alors, un petit peu de Google Translate au début, et puis surtout l'aide inestimable d'un ami qui vit au Japon, à Yokohama. Il se reconnaîtra qui m'a traduit les réponses au plus près de ce que me racontait donc Yota. Yota, il a commencé avec une collection de canettes écrabouillées qu'il a pris en photo. Voilà, c'est très brut, c'est très beau. Ça parle tout seul. Elles sont rouillées, elles sont délaissées alors qu'elles ont été source de désaltération. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi non plus. Donc voilà, Yota, il a commencé comme ça. J'ai commencé par photographier des déchets. À partir de là, j'ai commencé à faire des photos d'objets auxquels les gens ne prêtent pas attention. Donc ça, c'est un autre compte qu'il a, où il montre... ça, j'aime bien, mais c'est pas exactement ma tasse de thé. Je trouve ça un petit peu plus facile, quoi. Voilà, c'est des visages dans des lieux publics. Donc à chaque fois, il est très méticuleux. Il va poster le visage, puis après il va montrer la contextualisation. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, les apparitions dans les structures en béton. Quel est le tarif, me demande Papier de Soie. Je fais une toute petite... Ah oui, voilà, je vois qu'Anne-Charlotte a répondu. Merci. Merci Anne-Charlotte pour ta réactivité. Je continue donc sur ma lancée. Donc Yota, après avoir fait Kaomit, donc un autre compte à lui, fait ceci. Voilà, alors ça, moi, c'est mon coup de cœur. J'ai commencé à prendre en photo donc ces boîtes de conserve et des armes à feu. Mon profil Instagram m'a permis de partager mon travail avec beaucoup de gens. J'espère pouvoir en vivre en vendant mes œuvres d'art à l'avenir. Je fais ça tous les jours dans mon salon. Je prends des photos et je fabrique des pistolets. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est des pistolets. On me signale qu'il y a eu un bruit très familier dans la maison. Un chat qui mange des croquettes. Voilà, donc Yota, j'essaye de rester concentrée. Yota, c'est les pistolets en plastique. Tout simplement, quoi. Voilà, c'est beau, c'est pop. Voilà. Andy Warhol l'aurait pas renié. C'est beau, c'est simple, c'est super. Il m'en a pas dit énormément non plus, mais quand je lui demande qu'est-ce que ça change dans son quotidien, quel genre de satisfaction il rencontre et comment le vivent ses proches,
Il me dit, pour le moment, je suis heureux. J'aimerais prendre des photos de pistolets que les gens n'ont jamais vus auparavant. Mon entourage est très compréhensif et me soutient pleinement pour que je devienne le meilleur artiste du monde. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ce conte, moi je le trouve merveilleux, quoi. Voilà, il y a quelques Godzilla forcément. Non, c'est beau. C'est beau et c'est... Je ne suis pas rentrée dans le détail de ce que moi, en fait, je trouve intéressant avec les obsessions, mais quelque part, c'est la part d'humanité révélée par l'obsession qu'on cultive. Et en fait, c'est assez, touchant, souvent les obsessions chez les gens. Enfin, peut-être qu'il y a plutôt que moi qui vois ça comme ça, mais je trouve que ça révèle la vraie part humaine en fait encore en nous, quoi. Des fois, on a des vies avec des contraintes, on n'est pas forcément très tourné vers les petits détails comme ça. Et puis voilà, ça va être chiner des vieux livres le week-end chez un bouquiniste, ça change la vie, quoi. Et du coup, voilà, je finis ma parenthèse Japon, parce que là, je perds le fil. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance du papier. Bon, c'est forcément, ça a un lien avec l'éducation. Pour mon voyage au Japon, j'avais exploré l'univers de Kazuo Iwamura. Alors, ceux qui connaissent vont reconnaître tout de suite, c'est l'auteur de La Famille Souris. Distribué dans les années 80 en France par l'école des loisirs. Voilà, ceux qui l'ont lu enfant n'ont jamais oublié La Famille Souris. Ça me paraît impossible. Kazuo Iwamura, il est tellement culte qu'au Japon, dans une toute petite ville de la campagne, il y a un musée qui lui est dédié. Alors, il a eu 81 ans le 3 avril. Il est encore en pleine forme. Jusque dans les années 2000, il a écrit et dessiné. C'est tout simple. C'est la vie de 14 souris. Il y a deux parents, et le reste, c'est des souriceaux, des enfants. Et c'est... Ouais, ben voilà, c'est japonais, quoi. Ça glorifie la nature. On se balade, on mange des boulettes de riz. Il y a très peu de texte. La part belle est faite aux illustrations, la nature est mise à l'honneur. Et puis il y a quelque chose d'hyper douillet qui se dégage de la vie de cette famille souris, de la manière dont, voilà, là par exemple, c'est l'automne, ils vont chercher une racine dans la forêt. Et puis après, bon voilà, ils la cuisinent tous ensemble. Et puis ça finit autour d'un bon repas, c'est simple, ça parle, au tout petit ça parle parce qu'il y a peu de texte, hein, c'est très simple, et puis il y a plein de détails à observer, et puis ouais, voilà, c'est la famille souris, Kazuo Iwamura. Et donc du coup, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est là que Internet, la magie d'Internet, intarissable, hein, la magie d'Internet. Je vais vous montrer quelque chose. En faisant mes recherches sur Kazuo Iwamura, je suis tombée sur le travail d'un universitaire français qui a écrit une thèse sur les livres d'enfants, entre autres, et espace et spatialité chez Kazuo Iwamura. Et je pense que parmi les gens qui sont architectes ou qui travaillent en urbanisme, qui travaillent en design, ce texte, même si finalement la famille souris, vous ne l'avez pas lu enfant, ça va vous parler, parce que j'ai un petit dossier... j'ai un truc plus précis à vous montrer. Donc voilà, le lien pour cet écrit, donc, il s'appelle Christophe Meunier. Il a écrit cette thèse sur la famille souris. Et du coup, il a documenté, je ne peux pas vous résumer la thèse là, mais il a documenté son travail autour de la spatialité de la vie de la famille souris. Ça paraît tout bête, ils habitent dans un arbre, à côté d'une source, il y a une irrigation pour avoir l'eau pour se laver le visage le matin. C'est aussi simple que ça, quoi, voilà. C'est vraiment... Ah, j'ai coupé la caméra, je me rends compte. Je vais vous remettre un petit bout de caméra. Et du coup, voilà, la famille souris, il en montre voilà, la coupe transversale de la maison. Et il en fait une analyse très fine de ce que ça raconte de la société japonaise, qui nous est étrangère, dans ce que ça dit sur l'intergénérationnalité de cette vie de famille, dans l'occupation de l'espace, la chaleur du lieu, la présence de la lumière. Voilà, c'est analysé très finement. Les plus jeunes qui sont couchés avant les plus grands, qui chahutent en faisant une bataille de Polenchon. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre parce que le temps est compté aujourd'hui, mais voilà, le travail de Kazuo Iwamura, voilà, à 4 ans, déjà vous étiez fan, mais adulte, en lisant cette thèse, on le redécouvre, quoi. C'est un vrai bonheur. Du coup, voilà, c'était les deux petits points que j'avais à vous faire sur le Japon. Quand je m'approche, vous ne voyez plus mon visage.
Euh, dans la matière que j'ai prévue pour ce soir, il est 18h25, je vais pas tarder à passer aux questions. Je jette un coup d'œil sur les questions. Hop, hop, hop. Ouais. Dans la matière que j'avais préparée ce soir, j'avais fait un appel à témoignages. J'ai eu plusieurs types de réponses, des choses que je garde pour plus tard, des choses que j'ai gardées pour maintenant. Il y a une certaine Capucine qui se reconnaîtra, qui m'a parlé de ses lubies à elle. Elle s'est reconnue dans l'obsession quand elle en a commandé l'exemplaire en décembre. Et elle m'a fait des réponses hyper intéressantes. Elle s'auto-analyse en finesse, c'est très intéressant. Elle a par exemple une collection de livres du Petit Chaperon Rouge. Ma collection suit le même principe, en achetant un premier livre, puis un deuxième, très différent, puis en retrouvant un ou deux chez mes parents, au hasard, quelqu'un m'en offre un tout petit bricolé, puis par amusement, en regarder d'autres, puis par goût du rouge, du noir, de la fillette, de la grosse bête, de la forêt, les possibilités graphiques, les réécritures possibles, l'histoire me touche en fait, et c'est si riche. Et puis, j'en ai eu un jour une cinquantaine, une bibliothèque remplie. Et plus le temps passait, plus j'en cherchais, partout. Et puis la barre des 100 chaperons rouges, tous différents, en différentes langues. Actuellement, j'en suis à 327. Et dans les différentes questions que je lui ai posées, c'est toujours ce questionnaire type, mais qui explore de manière assez vaste toutes les dimensions de l'obsession dans ce qu'elle signifie pour vous, pour l'entourage, comment on les alimente. Elle me parle de l'intrusion de l'entourage, c'est assez intéressant. Mon entourage est amusé, surpris mais complètement compréhensif, c'est ce que je suis, parfois un peu trop enthousiaste. Voyant un moyen de me faire plaisir, se mettent à participer à mes collections, m'offrant des petits chaperons rouges ou des crucifix, des canevas, elle a plusieurs collections. Alors je me sens dépossédée de mes collections, un peu écœurée. J'ai vraiment ce goût de la collecte, ce moment excitant, cette petite aventure qui amènera à la satisfaction de la collection qui s'étoffe. Moi je trouve que tout est dit quoi. C'est vrai que c'est une obsession quand même un peu à part, la collection en soi, mais elle a une vision très obsessionnelle de son travail en général parce qu'elle est plasticienne. Et oui, moi je trouve que voilà, les interactions que ça se met à créer dans nos vies, ça en dit long sur ce qui nous nourrit, quoi. Et du coup, je vais vous parler d'un dernier contenu, pareil, un petit témoignage que j'ai eu qui est charmant. On va reparler bagnole, pour ceux qui aiment. Je vais vous faire un petit diaporama, ça sera plus sympathique peut-être que me voir tout le temps à l'écran. Voilà. Hop. Ceci est une Oldsmobile F85 Cutlass de 63. Elle est couleur Craven A. Un peu de technique pour contextualiser. C'est ce qu'on appelle une compacteuse USA, qui est pas très populaire là-bas, car elles sont petites, finalement plus adaptées à nos routes européennes. C'est une bagnole performante pour l'époque, malgré ses airs de diva du dancing. Le bousin pèse à peine 1,5 tonne et sous le capot se cachent les premiers V8 Rocket, tout alu, fabriqués par General Motors, moteur léger qui envoie gentiment 200 chevaux. C'est le genre de voiture avec lequel on se tue, il faut le dire. Hein, je fais une petite parenthèse dans le témoignage que j'ai eu par écrit. Je résume donc, 18 ans, permis tout neuf en poche, frère fou furieux à peine plus vieux, truc de 200 chevaux sans ceinture de sécurité, qui ne demande qu'à cramer de la bagnole GTI dieselisée, faire de la course quoi, contre les voitures européennes. Et surtout, le son du V8, ce truc inimitable qui te prend pour toute ta vie. Cette voiture, ça a été vraiment la liberté en fait. Liberté de faire le con, de rouler vite, de partir se balader pour rien, juste pour le plaisir d'entendre le réservoir qui se vide au gré de ton pied droit, de passer des soirées entières à tourner autour du pâté de maison juste pour négocier un virage bien en traviole à l'accélération, du drift de pop, du manège pour adultes avec Octane. Les photos sont super, c'est des photos d'époque, donc ça doit être les années 90, 92 tout juste. Et voilà, ça respire le film avec James Dean, j'ai un trou. Le film avec James Dean où il conduit comme un dingue et il a fini par en mourir. J'ai des centaines d'anecdotes délirantes avec cette caisse, mais une marquante, c'était aux heures de pointe sur les boulevards de Bordeaux. Mon frère était à la bourre pour aller chercher sa chérie à l'aéroport et donc excès de vitesse léger, genre 80 en ville pour pouvoir enchaîner les feux verts. Et là, boum, Condé, garez-vous, caricature, le jeune con est zélé et un autre flic distant qui s'éloigne. On passe les détails, mais au bout d'un moment, le vieux s'est pointé, a appelé le jeune,
On les a vus discuter, le jeune partir en bourdant, en râlant, et le vieux flic se pointer à la fenêtre. Et le voilà donc, qui nous pose plein de questions, qui nous demande si c'est bien le Rochester 4 le corps, et tout. Le Carbus, il s'y connaissait, le bougre. On lui ouvre le capot, on fait ronfler le moteur, et là, proposition, deal, mais quel deal! Il nous a sucré les amendes, il y en avait plusieurs pour cause de grande gueule fraternelle, en plus de l'excès de vitesse. Il nous sucre donc les amendes en échange d'un démarrage. Véridique. Il a arrêté la circulation pour nous laisser faire notre départ canon avec pneus qui fument, moteur qui hurle, bagnole qui se dandine dans tous les sens, et je me suis tournée. Le mec avait un sourire d'enfant qui voit un dauphin et le pouce en l'air. Voilà, c'est un petit témoignage d'un ami qui va être amené à nous remontrer, à mon avis, d'autres voitures, peut-être même des deux roues, pour la suite des aventures de l'obsession, parce que c'est une mine à consulter et à exploiter. Donc voilà, je vous ai présenté l'obsession, je pense qu'il va y avoir des questions qui vont complémenter. J'ai amené un peu de matière. Je vois que plein de monde participe à l'ex Liber. Ne sommes-nous pas tous un peu obsessionnels? En creusant un peu, chacune d'entre nous pourrions répondre à ton questionnaire. Ah mais c'est plus que vrai ça, Alex, entièrement. Ce qui est très drôle, c'est que quand je parle, voilà, j'ai des collègues dans un boulot plan-plan, quand je dis oui, voilà, j'ai fait les éditions de l'obsession pour parler des lubies des gens, les gens ils rigolent un peu au début. Et en fait, il se passe toujours un peu la même chose. Au bout d'une dizaine de minutes, il y a toujours quelqu'un pour dire ah ouais, mais c'est ton truc, ça me fait penser à mon beau-frère qui, alors voilà, collectionne les timbres et un collab sur le porno des années 80. Il y a toujours une première référence. Et après, on va dire 10 minutes encore plus tard, mais en moins d'une demi-heure, la personne à qui je viens de parler des éditions de l'obsession me dit ouais, enfin moi je pourrais te raconter plein de trucs sur, et alors là c'est le grand déballage. Et puis souvent il y a un premier déballage et après fureur de vivre, on me dit mais oui bien sûr Julie, fureur de vivre. Merci pour cette contribution en décalé. Donc toujours on a quelque chose qui pourrait alimenter le questionnaire de l'obsession, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire heureusement, parce que pour moi, c'est la part humaine en nous qui est vraiment peut-être une part d'enfant aussi qu'on préserve en entretenant voilà, une passion pour un certain type de dessin animé, de la musique ringarde, mais qui a bercé nos jeunes années. Et du coup, ouais, voilà, l'obsession, peut-être que je viendrai à généraliser mon questionnaire à un maximum de personnes parce que ce petit moment d'auto-analyse, c'est un moment assez tendre finalement parce qu'on ne se juge pas, c'est quelque chose qui existe malgré les conventions sociales, hein, entre autres. Et du coup, ouais. Alex Liber, tu as entièrement raison. Nous le sommes tous, ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore un petit peu de... Une obsession provisoire. Studio MBP photographe me parle de l'ivresse des nuances de gris métallisé des carrosseries de voitures. Et oui, ouais, vaste sujet que la colorimétrie de la carrosserie, c'est quelque chose qui se perd forcément. Ça parle pas à tout le monde les vieilles bagnoles, mais ceux à qui ça parle, c'est une époque passée quoi. Et moi ce que j'apprécie avec la Mazda, c'est me replonger dans cette époque-là. Il y a une odeur, il y a une manière de conduire, il y a des sensations, enfin c'est sans fin si on commence à parler obsession voiture. Ça nous rattache aussi à des souvenirs d'enfance, la 4L de papy, etc., etc. Toutes les versions possibles du tarot de Marseille propose Laura Flores. Ah d'accord, une collection personnelle, ça doit être une très jolie collection, les tarots de Marseille. Ouais. Je remonte un petit peu pour ne rien oublier. Oui, bonjour à tous, hein. C'est hyper chouette de voir que vous êtes là, vous êtes présents, vous regardez, c'est super. Et puis je vois en même temps, je joue un peu sur les deux écrans, mais j'ai mis au-dessus de mon ordinateur le fil Instagram. Vous êtes quelques-uns là à m'avoir rejoint, c'est hyper chouette de vous voir. Je vois une personne qui se reconnaîtra, qui mentionne d'avoir acheté le deuxième exemplaire. Voilà, je vais vous en dire un peu plus sur la revue. La revue, donc, elle coûte 12,50 €. Elle est tirée à 500 exemplaires seulement, qui sont numérotés. Ça, c'est le 500e. C'est le mien. J'avais abîmé la page, du coup, je l'ai
garder pour moi. À Montpellier, par exemple, on le trouve dans la jolie boutique Régal, qui est sur le boulevard du Jeu de Pommes. Chez Bisou Skateboard aussi. La librairie du Moco en a quelques-uns. Et puis bon, moi je suis sur place aussi, je peux faire des livraisons. Là, dernièrement, j'ai livré en vélo. Ça m'a donné une bonne raison de sortir. J'ai fait du sans contact. C'était simplissime. Et du coup, voilà. Je vous écoute pour la suite des questions. Mais du coup, comment as-tu trouvé les personnes que tu as interrogées pour ton numéro 0? Alors, vaste débat. Je pense que quelque part, j'avais toujours fait un sommaire dans ma tête. Je ne sais pas à quand est-ce que ça remonte, mais voilà, j'ai Internet qui m'a fait faire de belles rencontres. Je parle d'un Parisien qui a un compte Instagram qui l'alimente de photos anciennes, de bikers, de plein de choses exotiques, un peu érotiques des fois, des barbus avec des gilets en cuir, des vieilles chemises de guérissol. Enfin voilà, c'est très inspirant comme conte. Et du coup, bah, pareil, je me suis lancée, je lui ai écrit vous voudriez répondre à mes questions? Il m'a dit oui. Et voilà, donc c'est quelqu'un avec qui je reste en contact encore. On s'est jamais vu en physique, mais c'est très bien comme ça. Hein. Ouais, ouais. Ça, je sais pas pourquoi son compte m'a parlé plus qu'un autre. Il y en a plein qui me parlent, mais lui, il y avait un truc en plus. Des fois, c'est indéfinissable le truc en plus. Le truc en plus dont on peut parler aussi, c'est par exemple Patroche. Alors Patroche, pour les musiciens qui m'écoutent, c'est une petite pépite. C'est l'homme qu'on aimerait adopter comme oncle, quoi. C'est l'oncle d'Amérique dont on a toujours rêvé. Il vit dans le sud de la France, à quelques heures de route d'ici. Il répare des claviers analogiques. Alors, il les répare, il les fabrique, il fait des copies de synthé collector, qui copie à l'identique. Il s'applique avec les composants. Enfin, voilà, il a une énorme documentation voilà, en pleine page. Je trouve ça magnifique. Il a tout un rayonnage dans son atelier avec de la doc. Et il a un studio musical incroyable. Voilà. Et c'est une vraie personnalité, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies comme les chats, il a connu Renaud, il a porté des blousons en cuir, il a collectionné les insectes, c'est un monument. Il a une page Facebook très intéressante où il donne énormément de conseils pour ceux qui bricolent leur clavier, qui changent leurs composants eux-mêmes. C'est un puits de sens et c'est quelqu'un de très attachant. Je l'avais rencontré il y a quelques années. Et quand je me suis dit que j'allais faire l'obsession, mais c'était une évidence de lui demander d'être dedans. Et il a dit oui, et voilà, c'est quelqu'un avec qui je suis en contact encore. Voilà. Je l'embrasse. D'ailleurs, s'il regarde, je n'ai pas suivi qui est là. Ah, Antoine Eke me dit c'est Patroche qui m'a fait acheter ton numéro 287. Eh ben, bonjour Antoine, ravi. Ouais, Patroche est une petite célébrité dans le monde du clavier analogique français. Il gagne à être connu. Voilà, je me penche sur vos questions. On pourrait faire un apéro obsession avec Camille, remise du mag et dédicace. Oui, à faire dédicacer par la personne. Par moi, je trouve ça un petit peu léger, hein, je ne me sens pas très légitime, mais par quelqu'un présent dans la revue, ça serait envisageable, oui. J'aimerais bien concrétiser quelque chose, mais je vous tiendrai au courant. Sûrement à la rentrée, il y aura bien un moment où on a le droit de ressortir de chez nous. On boira au moins un coup tous ensemble pour fêter ça. Donc voilà, je pense avoir essayé de répondre à la question du comment de la liste. Il y a dans cette liste l'avant-dernière catégorie. Alors c'était un ami, donc c'était quelqu'un de difficile à cerner en entretien parce que c'est difficile de... C'est plus simple avec les anonymes. Je ne veux pas parler de choses lubriques à faire dans des fourrés, mais pour les entretiens en tout cas, c'est plus simple avec les inconnus. Voilà, Monsieur Le Platorti, c'est quelqu'un qui a une collection fantastique de pagnos. Les pagnos, c'est des mouchoirs dessinés par des détenus d'origine latinos, entre autres, mais ça s'est étendu. Je vous mettrai le lien pour aller voir la collection qui est très bien documentée en ligne. C'est quelqu'un qui est devenu référent en la matière maintenant à l'échelle mondiale. Et donc, ce Le Platorti habite ici, je suis allée le rencontrer. Et l'idée, c'était de cerner le collectionneur, parce que le collectionneur, il a une obsession, mais il la met un peu en cage, en vitrine, en la
c'est presque un petit déni quand même la collection. C'est un peu un déni de l'obsession parce qu'on se dit oui voilà je collectionne de l'art contemporain, je collectionne des timbres, des figurines, je les mets dans une vitrine. C'est comme si on voulait domestiquer quelque chose qui quelque part se domestique pas quoi. Ça vit point barre en nous quoi. Et du coup l'idée avec cet entretien là c'était d'aller voir chez un collectionneur parce que je trouve que le domicile du collectionneur en dit autant voire plus que sa collection. Et ça va être une rubrique qui va être alimentée dans le numéro suivant, entre autres par l'idée de cooptation. Alors là, je commence à vous parler de plein de choses en même temps. Je vais continuer cette série de Bienvenue chez moi, chez les collectionneurs. Et je laisse la cooptation œuvrer, c'est-à-dire que tous les gens qui sont dans le numéro 0 m'ont parlé de quelqu'un pour le numéro suivant. Alors, cette personne acceptera-t-elle ou pas d'être dans le numéro 1, on verra, mais tout le monde m'a recommandé quelqu'un. Et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est des pistes de recherche qui sont hyper intéressantes, entre autres entre collectionneurs, ou des fois quelque chose de complètement différent. Eric Tabuchy, par exemple, pour lui, le plus grand obsessionnel qu'il connaît, c'est un spécialiste de l'escargot français. Et je l'ai trouvé, le spécialiste de l'escargot français. Je commence à étudier ses écrits et puis je vais le contacter. Mais voilà, la cooptation est une des règles fondamentales de l'obsession. La cooptation, la possibilité de témoigner de manière anonyme, de témoigner spontanément sur simple mail, je vous envoie le questionnaire. Et puis, voilà, de laisser libre cours à nos obsessions. Je me repenche sur vos questions. Du coup, message de Solange. Alors, oui, mon enfant est à l'étage juste au-dessus, très sagement, encadré, et regarde le direct. On me demande donc, tu pourrais aussi prendre un animal dans ta revue. Alors ça, forcément, je pense que tous les êtres vivants en ont des obsessions. Ça, je pense que ça a dû être documenté par la science. Et à ce sujet, allez voir le documentaire sur le blob. Le blob, un organisme vivant qui a l'obsession de s'étendre pour contrôler le monde. Je vous mettrai le lien. La vidéo est disponible chez arte.tv. Et ça se regarde. C'est le meilleur moment, là, le confinement, pour regarder ce genre de choses. On apprend plein de trucs et on ouvre son esprit à plein de choses. Et donc du coup, c'est un organisme vivant qui n'a pas de cerveau, mais qui a une obsession, celle de grandir tout le temps, s'étendre, s'étendre. Et oui, je pense, Solange, qu'on pourrait tout à fait faire une rubrique obsession animalière. On a un spécimen ici même présent, boule de croquettes, hein. Je sais que tu sais de qui je parle, qui a une obsession de croquettes complètement dingue, une obsession aussi évasion, hein, la grande évasion, hein, sans moto, il essaye de sauter les murs du jardin. Donc oui, on pourrait se pencher, c'est une très bonne idée, sur les obsessions des espèces animales autres qu'humaines, parce qu'à mon avis, elles ont les leurs, les ratons laveurs qui ont décidé de rincer leur nourriture avant de manger. Enfin, on en reparle en conférence de presse demain au petit déjeuner. Et oui, qu'est-ce qu'on me demande d'autre? Voilà, le blob diffusé aux grands yeux, je recontextualise ce documentaire dont je vous parlais, a été diffusé au Festival du documentaire organisé par des gens obsessionnels de la culture et des belles choses, et ça sera à suivre. En ce moment d'ailleurs, le compte des grands yeux met en avant des beaux livres. Si vous avez des beaux livres d'enfants chez vous, que vous avez retrouvés en rangeant, n'hésitez pas. Moi, entre autres, Iwamura, je les ai retrouvés en rangeant et ça a été l'occasion de me dire que je vous en parlais ce soir. Et il ne faut pas hésiter à contribuer à ce genre d'appel en ligne. Je regarde en même temps que je vous parle un petit peu ce qui se dit. Tu es sur quel autre support? Alors, l'autre support autre que le papier, c'est simple, c'est Instagram. J'ai aussi une page Facebook parce que j'en ai eu besoin à un moment pour mettre en place le big cartel, enfin l'existence de la vente en ligne. Mais voilà, c'est très simple. C'est les éditions L'Obsession papier, une fois par an. Et puis sur téléphone via Instagram, le compte édition de l'Obsession.
qui montrent des choses qui sont en commun avec la revue, qui montrent des choses qui n'ont rien à voir avec la revue. Euh, je regarde encore un petit peu. Oui, on me propose obsession égale accumulation comme association d'idées. Oui, il y a clairement un vaste sujet sur l'accumulation. Parce que l'accumulation, c'est encore une autre manière de collectionner. Il y a des gens qui aiment avoir, quoi. C'est fou et c'est hyper beau. Je vous avais préparé un article pareil, je vous mettrai le lien parce qu'on n'aura pas le temps de tout aborder. Mais j'avais un article là assez incroyable. L'homme aux 45 000 sacs de plastique. Je sais que ça parlera à quelqu'un qui doit nous écouter, qui est en pourparlers pour un article dans le prochain. Voilà, Bernard Cardot qui vit à Toulon et qui a plus de 45 000 sacs plastiques chez lui. Voilà, il les a accumulés, il les classe, il les référence et il y a un super article du Monde qui parle de ça. Et là, c'est au-delà de la collection. Pour moi, ça va bien plus loin. C'est effectivement l'accumulation, comme les gens qui font du shopping compulsivement ou les gens qui ont des plantes partout dans leur maison. Ça s'explique pas, quoi. C'est un truc un peu incontrôlable. Mais bon, est-ce qu'il faut se contrôler tout le temps? Je me penche sur les questions Facebook. L'obsession de Vincent Caravaroc pour les sachets de thé en décomposition. Ah oui, ouais, ça c'est... Le non-rangement est une obsession en soi. Ça se documente très facilement. Hein. Mon chien Pookie a une obsession pour les balles de tennis avec elle. Oui, ça fait une certaine consommation de balles de tennis. J'espère qu'il ne les ingère pas, qu'il fait que les mâchouiller, parce que bon, une balle de tennis dans la gorge d'un chien, ça peut être... L'obsession des enfants, intéressant aussi, je remonte dans les commentaires. Oui, l'obsession des enfants, c'est très intéressant parce qu'au final, il n'y a pas d'âge. Hein. Clairement, il y a des... On le voit chez les tout petits, ils ont des jouets préférés, ils ont des repas préférés, ils ont des livres préférés, des musiques préférées. Et oui, l'obsession des enfants, j'en ai parlé en dernière page, c'était un peu mon mot de la fin. Et ça a été illustré donc, par ma fille qui va se reconnaître. C'est l'obsession d'une enfant de 8 ans pour le sentiment amoureux, pour le coup de foudre, qui est quand même un monument du panthéon des sentiments intenses et qu'elle a toujours observé avec une grande minutie, avec voilà, des questions très précises sur les coups de foudre des couples d'adultes autour d'elle. Je vois qu'il y a d'autres gens qui commentent sur mon deuxième écran. On me propose pareil, de manière très mathématique, et c'est vrai qu'on peut théoriser l'obsession ainsi, obsession égale plus ou moins la possession égale plus ou moins la collection. Et oui, il y a des gens qui assouvissent une obsession de posséder. Et là, bon, après, c'est là que j'aurais dû avoir en duplex un psychologue pour approfondir. Oui, clairement, l'obsession, elle peut être aussi envahissante, destructrice, toxique. Moi, c'est un petit peu la limite que je me suis mis, c'est de ne pas parler de gens aux obsessions qui se retournent contre eux-mêmes. Enfin, vraiment quelque chose, tout ce qui va être addiction, jeu d'argent. Voilà, j'ai un boucher dans mon quartier qui a un truc avec le loto. Une fois, je suis arrivée en retard à l'école parce qu'il a commencé à me vider son sac sur le loto. Et lui, il joue toutes les semaines et il y croit comme un religieux. Un jour, il gagnera. Il a déjà gagné des petites sommes. Un jour, il gagnera. Et même s'il ne gagne pas, ce que le jeu lui aura procuré dans l'imaginaire de se demander ce qu'il ferait de 10 millions d'euros, pour lui, il est gagnant quand même. Parce que cette part de rêve, bah, pour lui, elle existe. Donc là, c'est pas une obsession trop destructrice, mais c'est vrai que dans ce qui va être accumulation, dans ce qui va être besoin de posséder, puis après, il va y avoir les enjeux de concurrence aussi. Hein. C'est vrai que les collectionneurs, bah, quand c'est des objets convoités, il y a ceux qui se lèvent la nuit pour mettre des enchères sur eBay, ils se reconnaîtront. Il y a ceux qui accumulent tellement de matériel pour faire de la musique qu'ils en oublient de faire de la musique. Et ils en deviennent experts à le réparer et puis ils en font pas grand chose. Ce qui n'est pas le cas de Patroche dont je parle dans la revue, parce que lui, il répare, il joue, il fabrique, il échange, c'est quelqu'un multitalent. Je vois qu'on me donne un petit témoignage là en ligne. Va voir mon grand-père à Dieppe, il a des milliers de journaux en papier de chaque jour, de chaque année classés par ordre.
Ah, ça doit être assez fascinant, assez volumineux aussi. Euh, je peux, oui, me pencher sur... je crois que ça a un nom, c'est le syndrome de Diogène, quand on ne peut plus rien jeter. Alors, en l'occurrence, ce témoignage sur Instagram a l'air d'être quelqu'un d'ordonné, tant mieux. Mais il y a aussi le cas de l'accumulation désordonnée, et ça peut être... ça peut devenir, à mon avis, un enfer à vivre, quoi. L'obsession qui déborde et qui envahit la maison et on ne sait plus quoi en faire, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est un tout autre débat. Et c'est vrai que c'est une espèce de limite. Je ne sais pas si je la dépasserai pas un jour, cette limite. Mais moi, dans ce que j'ai voulu mettre de l'obsession, je suis quelqu'un de plutôt bien intentionné, j'ai un naturel optimiste et j'ai envie de parler des trucs beaux, quoi. Les trucs un peu lugubres, les gens qui se détruisent, ouais. J'aime bien l'idée qu'on puisse perdre le contrôle face à son obsession. Moi, je me suis pas dit, je vais me mettre à penser nuit et jour à une voiture japonaise de 1986, mais j'ai accepté d'être quelque part un peu obsessionnelle avec cette voiture, qui a été le point de départ de la revue. Mais j'aimerais pas que j'aimerais pas que ça se retourne contre moi aujourd'hui. Enfin, là, je suis en train de lui chercher des amortisseurs. Je les ai fait venir d'Australie parce que ça n'existe plus en Europe. Voilà, c'est un challenge logistique, mais rien de plus, quoi. Ça deviendrait quelque chose d'inassumable, ça serait dramatique. Je me repenche quand sur vos questions. Talala. Je vois qu'on me demande, voilà, pour regarder. Une certaine Pauline me demande: et la contagiosité des obsessions, manie virale, contamination des proches? C'est le moment ou jamais d'en parler. Y a-t-il des gestes barrières pour se prémunir des obsessions des autres, ou faut-il lâcher l'affaire d'entrée? Je crois qu'il y a une vraie porosité entre obsessions. À mon avis, il y a énormément de transmissivité filiale. Pour les voitures, par exemple, à mon avis, ma fille qui a connu la Mazda dans son enfance, elle espère un jour la conduire quand elle aura 18 ans. C'est dans 10 ans, on verra. Mais oui, il y a quelque chose qui se transmet, c'est un bagage. Je pense que ça peut être des fois un bagage très lourd à porter, par exemple en termes de collection, en termes d'héritage. Des fois, peut-être qu'on doit détester euh, la collection de corps de chasse de son grand-père dont on hérite, on ne sait pas pourquoi. Mais oui, ça se transmet. Puis c'est un... Moi, j'adore le moment où deux obsessionnels se rencontrent, se reconnaissent avec leurs petites antennes. Ça va être deux amateurs de bagnole dans un parking de supermarché. Moi, je m'arrête dès que je vois une vieille XM ou une Fuego, par exemple. Il y a des gens qui détestent, mais alors le type qui a compris que tu aimes sa Fuego, tu peux pas lui faire plus beau compliment que lui dire: mais elle est magnifique votre Fuego, ah vous l'avez depuis... Alors si c'est une première main, alors là le type il te raconte ce qu'il a fait avec pendant 20 ans. Enfin, moi je trouve que ça révèle un peu l'humanité en nous. Après, au sein d'un couple par exemple, il y a des choses qui se transmettent, il y en a d'autres non. Moi je joue beaucoup au Scrabble. On dira que mon compagnon ne me suit pas dans cette obsession de jeu. Mais après tout, nous nous retrouvons sur d'autres jeux. Le Scrabble, je le vis dans un jardin secret très différent. Je vois qu'il y a d'autres questions qui apparaissent en haut. Des pièces entières remplies de journaux. Mais bien sûr qu'il y a une contagion. Mais bien sûr, mais oui Aurélie, bien sûr qu'il y a une contagion. C'est indéniable. Je pense qu'Aurélie sait très bien. Aurélie, un jour, ira jouer au bowling comme son père allait jouer au bowling quand elle était enfant. C'est indéniable, on est marqué. Mais après tout, faudrait-il rendre les choses complètement stériles et ne pas avoir de contagiosité? Je crois pas avoir envie de me prémunir, d'être influencée des obsessions des gens autour de moi. Donc, ne portons pas de masque pour nous prémunir de ce genre de joli virus. Je vous regarde sur un autre écran. Écoutez, il est 18h54, j'ai répondu à pas mal de questions. Je vous laisse encore le temps de m'écrire. Je remonte en même temps un peu le fil, voir si j'ai loupé des trucs. Voilà.
grand moment de blanc, très silencieux. On entend l'horloge que j'ai mise dans mon champ de vision pour ne pas perdre le fil. J'en profite pour boire un coup sur les conseils de Maxime Brousse. Pensez à s'hydrater. Hop là. Je vais faire un petit tour rapide de tout ce que j'avais préparé. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose de joli que je voulais vous montrer? Allez, un petit bonus Eric Tabuchi, finalement, parce que sans sa réponse à mon mail, peut-être que je ne me serais jamais lancée. Je vous montre et je vous mettrai le lien. On va finir avec ça parce que c'est un bel objet qui existe sur internet que vous pourrez aller voir dès qu'on aura clôturé le live. Voilà, c'est tout simple. Ça s'appelle Atlas of Forms et c'est un site sur les formes de bâtisse. Voilà, je ne peux pas en dire plus. C'est très simple. Regardez, il y a 4 petits onglets en haut. On clique sur le premier, il y a un menu déroulant en anglais qui va s'afficher, qui vous permet de choisir des critères. On va choisir par exemple géométrique pour le premier. Ça va proposer une liste de photos. Alors des fois ça met un petit peu de temps à charger, vu qu'en même temps je fais un streaming. Voilà, tac, géométrique, ça vous propose tout ça. Donc on peut dérouler, il y en a plein. Et puis on peut ajouter un deuxième critère, c'est-à-dire qu'on va demander du géométrique, mais par contre en décadence, en decay, abandonné quoi. Et du coup, ça va nous afficher les photos qui répondent à ces 2 critères. Il me semble que si on clique après sur les photos, on peut en savoir plus, de savoir d'où vient cette image. C'est un documentaire incroyable, il y a une matière derrière phénoménale. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je pense que ça charge. Voilà, ça sera peut-être le mot de la fin, ce site en ligne. Je me repenche sur vos questions. Le numéro sera sur le même. Voilà. Le numéro sera sur le même format papier, notre animation éditoriale. Le numéro à suivre. Ah voilà. Alors, je finis avec Atlas of Forms et après je réponds à la dernière question. Donc voilà, là on a du géométrique et en même temps qui est décati. Voilà, c'est. Enfin bref, ça donne envie de voyager pour aller dormir dans ces petites studio-cabines qui sont sûrement dans les Alpes slovaques, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est un voyage assis dans son canapé. Donc voilà, on peut jouer avec tous les paramètres, c'est passionnant. Voilà, on peut mettre monolithique et en même temps décrépit. Voilà, donc on va avoir du béton un peu partout, etc. etc. C'est un jeu sans fin. C'est donc Atlas of Forms, je vous fais un récap de tout ça ensuite. Papier de soie me dit que voilà, super. Bye bye, papier de soie. Une obsession du confinement à nous signaler. Ah, je vois une petite question qui s'est glissée dans la liste. Ça sera peut-être le mot de la fin. Allez, obsession confinement. On conclut avec ça. Obsession du confinement. Alors là, vaste débat parce qu'en fait, enfermé, on cogite, on est anxieux. En même temps, des fois, on va se détendre, se découvrir des passions pour des choses qu'on n'a pas faites depuis longtemps. Moi, je me suis remis au piano. Et du coup, voilà. Pour le petit mot de la fin, moi j'ai un compte que j'ai découvert sur Instagram que je trouve charmant, que vous ayez ou pas d'enfants d'ailleurs, hein, on n'est plus là. C'est le travail d'une Marseillaise qui vit à Bruxelles. Et c'est ceci. Alors attendez, juste là. C'est tout simple, c'est des petites histoires. Alors au premier degré, on peut les lire à ses enfants. Au deuxième degré, elle parle de nos problématiques à nous aujourd'hui, confinés, jalousie, se sentir coupable, justement se sentir pas coupable d'aller bien. Ça, tout est dit quoi. Voilà. Ça s'appelle Comptine de cantine. Et voilà, je vous mettrai le lien également. C'est une chouette découverte. Et puis bon, il y en a plein sur internet. Si vous voulez suivre le compte des éditions de l'Obsession sur Instagram, je l'alimente régulièrement. Là, je crois que dans quelques jours, je vais faire. Bon, vous aurez une surprise. Ça s'appelle Lever les yeux vers le ciel. C'est des découvertes autour du ciel. Et puis je vois que là, on me fait des petits coucous. Et oui, voilà. C'est.
C'est super de voir que cette interaction, ouais, ouais, ouais. Est-il possible de choisir ses obsessions ou du moins de les rediriger à des fins d'inspiration, de création? Ah, je pense que oui. À mon avis, c'est quelque chose sur lequel il y a encore beaucoup de choses à dire. La création artistique et les obsessions, c'est un entremêlé. Oh, j'entends une présence derrière moi, voilà. Donc voilà, cantine de cantine, une découverte du confinement. Euh, la question de Basile, et je pense qu'on tiendrait encore une heure en ligne sur la manière dont l'obsession alimente la création. Est-ce que la création en soi n'est pas une manière de canaliser ses obsessions? euh, plein, de, enfin, plein de pistes de réflexion que voilà, faudra explorer. Mais l'obsession, les éditions d'obsession sont là pour ça. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour le numéro papier de décembre prochain, qui s'appellera donc numéro 1, qui sera un peu plus étoffé. Et puis en attendant, vous pouvez le commander en ligne ou le trouver dans les points de vente dont j'ai parlé tout à l'heure. Et oui, je vois ouais, ça continue à débattre sur Instagram. Le sport, c'est chaud, les obsessions. Et ouais, donc ça peut être dévorant. Mais ça peut être dévorant, mais si vous acceptez de m'en parler, de répondre à mon petit questionnaire, vous verrez, c'est dévorant, mais c'est quand même ce qui nous singularise. Voilà. J'ai mon illustratrice en chef qui vient vous faire un coucou avant que je clôture. J'ai prévu un petit générique de fin, donc je vais vous mettre ça. Et vous pouvez mettre le son un peu plus fort parce que voilà, c'est la vie, la vie à l'état pur, n'ayons pas peur, pour ceux qui aiment le, le, le gasoil. Allez, je vous ai pas montré, enfin, j'avais prévu plein de petites choses. Je vous ferai un récap. Là, j'ai quelques images très belles, des images d'archives de la Mazda avec la fiche technique. Vous avez une vue d'ensemble comme ça, mais la mienne, elle est beige. Elle est café au lait. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Donc ça, c'est Capucine dont j'ai lu le témoignage tout à l'heure. Je vous enverrai sur son site aussi. Et puis, je vais vous mettre mon petit générique de fin. Voilà. Il est 19h02. J'ai tenu mon heure de conférence. Voilà, merci Camille, merci pour vos remerciements. Alors je vais couper ça 2 secondes. C'est le générique de fin. Voilà, merci à tous. C'est de la bagnole, ça fait du bruit, c'est japonais. Ça s'appelle le Bozozoku, c'est à la base un mouvement de roues, de gang, mais ça existe en voiture. Et franchement, ce défilé, c'est une bonne raison de programmer un voyage au Japon. Allez-y. Voilà, je vous embrasse tous. Je vais finir avec donc YouTube d'un côté et un petit mot de la fin pour vous remercier. Et à la fin de la vidéo, ça coupe. Voilà, merci à tous. Voilà, je remets un petit peu de son. Voilà, profitez-en. C'est des voitures avec un aérodynamisme complètement loufoque. C'est ça qui est dingue, quoi. Voilà, regardez les passer, c'est un vrai plaisir. Bye bye tout le monde. Au revoir Instagram. Au revoir Facebook. Bonne soirée.